80% des ESSEC font peut-être des choses qui sont, on va dire, comparables, de l'audit, du conseil, de la banque, etc. Mais il est fort probable aussi que certains élèves aient une petite voix intérieure qui leur dit en fait, c'est peut-être pas ta voix. Et ça, c'est OK en fait. Je m'appelle Pierre-Arthur Chattard, je suis le papa de deux jeunes enfants qui s'appellent Rose et Louis, qui ont 6 ans et 2 ans. Je suis marié avec Sarah depuis 2014. Sarah a été diplômée de l'ESSEC aussi. Et depuis 1 an, on a fait le choix de déménager en famille à Barcelone. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le conseil en stratégie, 2 ans en start-up. Et à la suite de cette expérience-là, j'ai eu un accident de santé qui m'a immobilisé pendant 7 mois. Et après cet accident de santé, en fait, j'ai décidé de construire un parcours professionnel qui me ressemble, avec d'une part du conseil, je pourrais développer un petit peu plus, d'autre part de l'enseignement, puisque j'interviens avec l'ESSEC et la fondation Goldman Sachs dans un programme pour des dirigeants de PME. Et puis par ailleurs, comme le rôle du papa me tient très à cœur, je garde un peu de temps aussi pour la vie familiale et l'apprentissage de l'espagnol, puisque en arrivant en Espagne, je ne parlais pas un mot. Alors à l'ESSEC Promo 2011, j'étais dans l'association des Mardis de l'ESSEC. On interviewait donc des personnalités à la fois du monde politique mais aussi économique. On avait pas mal développé ça à l'époque. On avait fait venir notamment Louis Gallois, qui était le patron de ADS à l'époque. Ça avait été absolument génial parce qu'il était arrivé en RER. C'était un homme vraiment d'une très grande humilité et dont j'ai beaucoup admiré le parcours. Concernant les stages, moi j'ai financé ma scolarité via l'apprentissage. Et donc je travaillais pour Total, d'abord en France pendant 6 mois, puis dans la deuxième partie de mon apprentissage, j'étais parti au Moyen-Orient pour eux, sur la gestion des actifs gaziers. Et par ailleurs, à l'étranger, j'ai eu aussi une expérience d'échange avec l'université de Chicago, où je suis parti pendant 4 mois. Alors j'ai commencé plein de choses, j'en ai terminé aucune. Donc j'ai commencé la chaire économie, parce que c'était vraiment un domaine qui me passionnait. Le parcours pré-PENA, qu'il y avait à l'époque. J'ai fait aussi un petit peu quelques cours de la chaire immobilier. Non, ça a été un parcours, je dirais, plutôt saupoudré, où l'intérêt c'était, quand je lisais un cours, je disais waouh, ça a l'air génial, je vais le faire. Et celui qui m'avait marqué, c'est notamment mise en scène du comportement, qui est un cours d'analyse en fait, du comportement et du body language. En fait. J'ai trouvé ça assez passionnant. J'étais ingénieur des mines en fait, au départ, à AST. J'avais fait un Master 2 en économie avant d'intégrer l'ESSEC. Et en arrivant à l'ESSEC, le champ des possibles s'est ouvert. Puisque du métier d'ingénieur, je peux passer à des métiers à la fois d'ingénieur aussi d'affaires. Et ça a été assez vertigineux pour moi d'avoir à choisir. Et je me souviens très bien d'une journée où j'ai postulé en fait, chez L'Oréal en marketing, chez Total en finance, à la RATP également, chez Air France aussi en analyse de données. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Le champ des possibles est trop important. Et évidemment, à force de faire mes lettres de motivation, tout jeune étudiant que j'étais, je me suis trompé en écrivant à Total. J'ai dit que je rêvais de faire un stage chez Air France. La dame m'a répondu, écoutez, vraiment, c'est pas sérieux. Et je me suis confondu en excuses. On a eu un super échange téléphonique et je lui ai expliqué que j'étais complètement perdu, d'où cette mésaventure. Et en fait, j'ai été pris chez Total. C'est que c'était vraiment sympa. Alors chez Total, les 6 premiers mois, j'étais analyste dans le département acquisition et cession à Paris. Donc l'objectif, c'était le screening et l'analyse de sociétés que le groupe pourrait racheter. Et ensuite, je suis parti dans une équipe qui s'appelle le Business Development à Doha, au Qatar. Et là, l'objectif, c'était le suivi et la gestion d'un actif gazier qui s'appelle Qatar Gaz 2, qui était un énorme actif gazier que Total suivait avec l'État du Qatar. À la suite de cela, en fait, je me suis rendu compte que ce qui était important pour moi, c'était de trouver un métier dans lequel je pourrais à la fois voyager, qui puisse m'ouvrir sur différents secteurs, parce que finalement, il n'y avait pas un secteur qui me passionnait plus qu'un autre. Et la troisième chose, c'était un métier dans lequel la constante de temps était rapide. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que dans l'énergie, les investissements, c'était sur de nombreuses années, ce qui est super. Moi, j'avais besoin de choses qui bougeaient très vite. Et je me suis dit, finalement, étant d'une famille de médecins où je ne connaissais pas grand-chose au monde de l'entreprise à part mes stages, je me suis dit que le conseil en stratégie, ce serait une bonne école pour pouvoir connaître différents secteurs.
Et donc, je suis rentré dans un cabinet de conseil en stratégie où je suis resté pendant 4 ans. Et à la suite de ça, j'ai rejoint un cabinet plus opérationnel, cabinet en restructuration et management par intérim où je suis resté à nouveau 4 ans. Et à la suite de ça, je suis rentré comme directeur des opérations dans une start-up. C'était en fait la gestion à la fois des équipes opérationnelles, des équipes de vente. Et l'objectif, c'était de mettre en place le nouveau business model, parce que c'est une entreprise qui avait pivoté. Et donc, c'était la transition de l'ancien modèle vers le nouveau modèle avec la mise en place des process, des outils. Après la startup, j'ai eu, je me suis arrêté un moment j'ai pris quelques temps en fait pour m'occuper de ma famille. J'ai pris 3 mois et définir vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis rendu compte que j'avais mené ma vie professionnelle en faisant plein d'activités en parallèle, mais tout en ayant une activité à temps plein, ce qui était compliqué à concilier. Et donc c'est là où je me suis dit, mais quels sont les piliers fondamentaux de mon existence? Et c'était d'abord ma famille, donc je voulais laisser du temps pour ma famille. Je venais d'être papa, j'allais être papa pour une deuxième fois, et je voulais vraiment pas rater ce rôle-là qui était fondamental pour moi. La deuxième chose, c'était trouver un équilibre professionnel qui me correspondait. Donc continuer le métier du conseil que j'adorais, mais le faire avec mon style et mes valeurs, ça c'était vraiment important pour moi. Et puis l'autre chose qui était importante aussi, c'est l'enseignement. C'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et quand j'ai vu que l'ESSEC s'associait avec la fondation Goldman Sachs pour monter un programme de suivi de dirigeants qui n'ont pas fait d'école de gestion, bah, ça a vraiment résonné parce que c'était un peu l'histoire de mon arrière-grand-père qui, lui, pendant la guerre, n'a pas pu faire d'études. Il avait eu 7 enfants, des bouches à nourrir, 2 qui étaient décédés du diabète et en fait, il n'avait pas pu se poser les questions de faire des études. Et je suis sûr que dans la deuxième partie de sa carrière professionnelle, une fois que son entreprise était lancée, il aurait adoré faire ce programme. Donc moi, je ne l'ai pas connu, cet homme-là. Mais quand j'ai lu cet article, j'ai pensé à lui parce qu'on parle souvent de lui dans l'histoire familiale, vu que c'était le premier entrepreneur de la famille. Et en fait, ce programme a vraiment résonné et j'ai immédiatement appelé l'ESSEC. Et maintenant, voilà, je passe 20-25% de mon temps dans ce programme. Alors moi, c'était 7 mois et en fait, j'ai été assez discret là-dessus pendant 1 an. Et puis j'ai fait une retraite, je suis allé faire le GR20, j'ai marché et je me suis dit en fait cette expérience elle fait partie de moi en fait. Elle fait partie de moi parce que ça explique en fait tout ce que je veux plus faire, mais ça explique aussi tout ce que maintenant j'ai envie de faire en fait et la façon dont j'ai envie de le faire. Et je me suis dit il y a 2 choses en fait, comme ça fait partie de moi, je vais plus le cacher, ça c'est la première chose, je vais en parler assez librement parce que ça pourra résonner aussi. Et la troisième chose c'est que ce sera un super critère en fait quand je vais parler aux gens. Les gens qui sont totalement insensibles, en fait je me rendrai compte qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, non seulement humain mais aussi sur les questions fondamentales. Et puis les gens, finalement, à qui ça parle, ben, on crée un lien de confiance tout de suite immédiat. Donc même pour moi, j'avais l'impression d'être plus honnête en parlant. Et puis aussi, ça a été une façon d'identifier plus les interlocuteurs que j'avais en face de moi. Ce que je fais, c'est que j'anticipe énormément. Par exemple, le programme Goldman Sachs, je sais, par exemple, aujourd'hui, on est en juillet, j'ai tout mon agenda jusqu'à janvier en fait. Toutes les séances sont déjà calées, donc tout ça, c'est un repère qui est fixe. Et ensuite, derrière, la clé, c'est d'ajuster la charge aussi. J'ai beaucoup de demandes de clients. Et donc, ces clients, bah, j'arrive à surtout caler les dates de démarrage, caler aussi l'engagement que je peux avoir avec eux en disant écoutez, je suis disponible à 80%. Je ne suis pas disponible à 100%, est-ce que ça vous convient ou pas? Donc, savoir aussi vraiment fixer les limites. Et puis, pour les temps de famille, ce qui est fondamental, c'est que je ne travaille pas le week-end. Tous les soirs, je dîne avec ma famille. J'essaie de voyager le moins possible et d'optimiser le temps de voyage pour garder cet équilibre. Mais pour moi, la question fondamentale de l'équilibre, c'est d'être conscient des piliers et de bien gérer son temps et de planifier pour ne pas se laisser dépasser. Alors on est parti à Barcelone en juillet dernier, donc juillet 2021, à la suite d'une prise de conscience post-Covid. Et on a eu une copine de promotion malheureusement qui est décédée d'un grave cancer. Et on s'est dit que la vie passait vite et qu'il était urgent de saisir nos rêves. Et avec Sarah, en 2013, en fait, on avait acheté un petit appartement à Barcelone. Elle connaissait bien cette ville, son grand-père en était originaire. Et elle m'avait dit, tu verras un jour, on viendra y vivre avec nos enfants. À l'époque, on était à peine fiancés. Bon, j'avais dit oui, pourquoi pas, c'est un beau projet. Et puis finalement, on l'a fait. Et donc, en fait, on a décidé de partir assez rapidement. Un vendredi soir, Sarah m'a dit, écoute, on va aller vivre à Barcelone. C'est vraiment un rêve que j'ai. Est-ce que ça te tente? Vraiment, j'aimerais qu'on fasse ça. Et je lui ai dit, écoute, il faut que je réfléchisse. Moi, j'ai monté ma boîte. Moi, je voyais évidemment tous les risques. Et elle m'a dit, écoute, et elle a très bien fait. Elle me dit, je te donne jusqu'à lundi pour réfléchir et tu me dis.
Et le lundi, je lui ai dit, écoute, moi je crois que j'ai aucun argument pour dire qu'on n'y va pas en fait. Je rêve d'apprendre une nouvelle langue, ce sera une super aventure en famille. Donc go. Et elle m'a dit, bah, c'est super parce que les enfants sont déjà inscrits à l'école. À mon échelle, je considère avoir pour la première fois franchi un cap qui était important pour moi en partant à l'étranger. Alors c'est pas très loin, hein, mais en partant dans un pays dont je maîtrise pas la langue, mes enfants non plus. On habite dans un tout petit appartement, mais c'est une super aventure. Euh, et il y a une journée, pour moi, qui m'a vraiment marqué, c'est la journée où mes enfants ont commencé l'école et où moi je me suis inscrit aussi à la fac pour apprendre l'espagnol et on s'est retrouvés tous les trois sur un petit banc. On était devant leur école et je leur ai dit, vous savez, là en fait on est tous les trois au même niveau en fait, on a tous les trois notre sac à dos. Moi je connais personne, j'ai pas de copains ici, je parle pas la langue et moi aussi j'attaque une nouvelle école. Et en fait d'avoir tenu mes deux enfants dans mes bras ce jour-là, pour moi c'était vraiment une magnifique journée et c'est vraiment un souvenir qui va me rester parce que je me suis dit, bah, en fait je touche du doigt peut-être une petite aventure à mon échelle, mais qui résonne tellement, hein, de s'ouvrir aux autres, de devenir peut-être un citoyen du monde, d'apprendre de nouvelles langues, de sortir de sa zone de confort. Grâce à ma femme, j'y suis arrivé. Je l'aurais probablement pas fait tout seul. Et rien que ça, pour moi, ça a été un souvenir absolument génial. Alors, je leur dirais d'essayer d'abord de consacrer énormément de temps à l'introspection, à savoir ce pourquoi ils sont faits en fait. Parce que il y a une grande différence entre choisir et décider. Choisir, c'est on regarde un menu ou peut-être un ensemble de possibilités. Mais il est possible que notre parcours ne s'inscrive pas dans ces possibilités. 80% des essais font peut-être des choses qui sont, on va dire, comparables, de l'audit, du conseil, de la banque, etc. Mais il est fort probable aussi que certains élèves aient une petite voix intérieure qui leur dit, bah, en fait, c'est peut-être pas ta voix. Et ça, c'est OK en fait. Et on est très nombreux comme ça. Et donc le moment d'introspection, il est vraiment important parce que savoir ce pourquoi on est fait, quel est le rôle qu'on a envie d'avoir sur Terre, parce que finalement on est de passage, donc ça ne dure pas très longtemps, quelle est la mission qu'on a envie de remplir pour ne pas passer à côté de sa vie. Donc moi j'invite les ESSEC à évidemment se poser ces questions dès le départ, pas forcément vouloir y répondre tout de suite parce que c'est un cheminement, mais c'est d'enclencher ce process de quel est le sens que je veux donner à ma vie dès le départ, en disant que c'est vraiment une mission. Et ça peut être vis-à-vis de sa famille, ça peut être vis-à-vis de l'entourage, ça peut être vis-à-vis de causes qui leur tiennent à cœur. Mais je les encourage vraiment à identifier ce chemin. Comme me l'avait dit Sophia, qui est une ancienne ESSEC, qui a été coach aussi ESSEC Alumni, que j'avais vue, elle m'a dit une phrase qui résonne toujours en moi, qui était de me dire, il faut que tu définisses le chemin, et sur ce chemin que tu sois opportuniste, mais pas l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il faut définir son propre chemin. Voilà mon chemin, là je suis sur le bon chemin, et sur ce chemin je vais saisir des opportunités. Mais ce n'est pas les opportunités qui vont me faire trouver le chemin.